Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième cycle de la conférence organisée par la plateforme agroécologie. Alors, pour rappel, le premier cycle de conférence était sur le lien en fait entre l'agriculteur, le fonctionnement du sol et de la plante. Et là, on va faire un deuxième cycle de conférence qui va être plus orienté sur l'agriculteur dans son territoire et les agricultures dans les territoires et les territoires dans la région Occitanie un peu plus précisément. Alors, on a eu des conférences autour d'une approche territoriale, la biodiversité sur les exploitations, les enjeux qu'il va y avoir autour, l'arbre dans ces exploitations, la gestion des bordures de parcelles qui a été fait par deux associations environnementales. Et aujourd'hui, on va se poser la question, en fait, des enjeux mais autour de la production. Et comme on l'a vu la dernière fois sur le premier cycle, il y a des manières de produire qui évoluent. Donc forcément, les produits qui sortent de ces exploitations sont un petit peu différents. Et en parallèle, on a des attentes de consommateurs qui sont aussi différentes. Donc, on parle de plus en plus de circuits de proximité, de filières locales, d'agriculture diversifiée. On n'a plus un modèle agricole, mais des agricultures qui peuvent être présentes sur des exploitations. Donc, on va discuter de cela avec Muriel Ginès, qui est sociologue en alimentation, donc aussi un acteur différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent de cette thématique-là. Donc, je vous souhaite une bonne visite, enfin un bon webinaire. À très bientôt. Je suis prête. Bonjour, merci Frédéric pour cette présentation. Aujourd'hui, on va aborder une question qui est une question très importante pour les acteurs des filières. Je me présente d'abord. Donc, Muriel Ginest, je suis sociologue de l'alimentation. Je dirige le Centre d'innovation sur l'alimentation, CISALI, situé à Toulouse et qui agit à peu près à l'échelle du territoire de l'Occitanie. Et notre mission, c'est d'accompagner les acteurs des filières agricoles et alimentaires dans des projets d'innovation et des conduites de changement de leurs entreprises et de leurs filières. Donc aujourd'hui, j'interviendrai sur une question qui est une question extrêmement importante et souvent posée par les acteurs des filières, c'est comment intégrer les attentes des consommateurs dans une démarche de filière territoriale. C'est vrai que beaucoup des professionnels se posent la question de, c'est vrai que les évolutions des consommateurs évoluent et comment on peut capitaliser cette évolution pour dynamiser nos filières territoriales. Alors, pour aborder cette question, j'ai souhaité dans un premier temps un peu la resserrer sur un élément, enfin, sur une question un peu plus courte qui pose une question importante quand on accompagne les acteurs des filières, c'est comment aider les acteurs des filières agricoles alimentaires à être différenciants, à créer de la valeur. Parce que, en fait, vouloir intégrer les attentes des consommateurs dans une filière, il faut expliquer pourquoi. C'est que notre volonté, c'est de mieux rencontrer la demande et de faire que ce consommateur achète nos produits. Et donc, la question qui est souvent posée par les acteurs des filières, c'est comment je peux être différenciant. Être différenciant, c'est soulever l'intérêt des consommateurs. S'ils achètent mes produits, du coup, ça amènera à la création de valeur. Et on peut faire une hypothèse, et je propose que l'on aborde cette hypothèse dans l'intervention d'aujourd'hui, qui est qu'une des réponses, ça pourrait être d'aller vers une démarche de qualité alimentaire territoriale. Alors, j'aborderai la définition de cette notion de qualité, qui est un mot valise et qui est un petit peu compliqué à comprendre. Mais avant d'aborder le thème de la qualité, je vous propose d'abord d'aborder une question qui est une question importante, puisqu'on parle des consommateurs. Et bien, du coup, la question, c'est en tant que consommateur, en tant que mangeur, qui je suis. Alors, quand je pose cette question, je parle de mangeur plus de consommateur, parce que c'est vrai que les sociologues, on aime mieux le terme de mangeur que de consommateur, pour une raison, c'est que cette notion de mangeur est extrêmement liée à un acte intime que l'on appelle l'acte d'incorporation, c'est-à-dire de manger un aliment, de le faire pénétrer dans son corps. J'ai posé la question à la première personne
Pour une raison, importante, c'est que, quand, il m'est amené quand j'interviens auprès des professionnels, souvent j'ai cette question qui est, «Mais dites-nous ce que veut le consommateur, nous on ne comprend pas ce que veut le consommateur». Comme si c'était, un être éloigné, une tribu qu'il faudrait, analyser et dont il faudrait percer le secret, et j'ai tendance à dire: «Mais on joue des rôles très différents dans notre vie. On peut être un chef d'entreprise, on peut être un enseignant, on peut être un étudiant, on peut être une mère de famille, on peut être un coach sportif. On a différents rôles dans notre vie, mais il y en a un rôle, que l'on partage tous et que l'on joue tous, c'est le rôle de mangeur. Nous sommes tous des mangeurs. Donc quand on me dit: «Mais que veulent les mangeurs?», la première réaction que j'ai, c'est: «Mais interrogez-vous vous-même, interrogez vos proches et votre environnement, parce qu'en fait, nous sommes tous responsables de notre alimentation et nous sommes tous des mangeurs». Voilà pourquoi j'ai posé cette question à la première personne. Ce qui va être important dans cette première partie, c'est que je puisse vous expliquer, la complexité de ce que nous sommes en tant que mangeurs, en tant que consommateurs. Dans la notion de consommateur par rapport à la notion de mangeur, il y a une dimension économique, que, nous avons un peu moins dans la notion de mangeur, qui est très liée à l'acte intime d'incorporation. Donc, comment, comprendre le consommateur? Je vais commencer par un postulat qui pour moi est important. Donc, c'est, que nous sommes tous, des mangeurs ou des consommateurs pluriels. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, quand on essaye d'analyser les attentes des consommateurs, si vous avez des professionnels qui vous demandent, quelles sont les attentes des consommateurs, ils sont en règle générale très, très friands d'études. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une entreprise, va mettre sur le marché un produit, pour, le segment des sportifs, et il vous demande: «Est-ce que vous pourriez, m'étudier les consommateurs sportifs pour que je puisse savoir si, par exemple, un bar céréalière pourrait rencontrer mon marché qui est celui des sportifs?» Donc ça a donné lieu pendant des années et encore maintenant, hein, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de productions d'études, et parmi, les gens qui font des études, il y a beaucoup de gens qui sont les analystes qui, aiment essayer de, catégoriser, de classifier, les consommateurs, les mangeurs dans des catégories homogènes, ce qu'on appelle des clients cibles, ce qu'on appelait aussi dans les années 90, des sociostyles. Donc en gros, on crée une catégorie, à partir de données, statistiques, de données, sociodémographiques, de données autour, du modèle, alimentaire, du modèle de croyance, et puis, on en fait, une catégorie. Alors il y en a certains, qui sont très imaginatifs, parce que bon là, je vous ai mis des catégories pouvant être les plus courantes. On cherche à savoir quel est le marché des seniors, celui des célibataires, celui, des sportifs. Mais il y en a certains qui ont même, dans leur étude, poussé jusqu'à créer des catégories spécifiques. On avait à une époque, les mangeurs qui étaient plutôt hédonistes, d'autres qui étaient plutôt rigoristes, les frimeurs, les matérialistes, les décalés. Il y avait pas mal de poésie dans la création de ces catégories. Mais en fait, l'objectif, c'était quand même de mettre un individu dans une case et de le définir par cette case. Et en fait, on s'aperçoit que dans la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Comme je vous disais, en introduction, on joue tous des rôles différents. On est tous amenés à fréquenter des situations de consommation de plus en plus variées. Donc, on mange à la maison, mais on peut manger dans sa voiture, on peut manger à la cantine, on peut manger au restaurant, on peut manger, en marchant dans la rue. Et toutes ces situations, toute cette complexité, va, amener, des expériences différentes. Et puis, on va aussi intégrer beaucoup de choses, on intègre de plus en plus d'informations, et donc, on peut, avoir des individus qui, vont, quand vous les interrogez, défendre un modèle. Par exemple, vous dire: «Moi, ce qui m'intéresse, c'est, d'avoir plus de l'information, une traçabilité de mon alimentation, je veux plus de local, je veux pouvoir, arriver à faire vivre mon territoire». Et puis, parallèlement à ça, quand vous allez reconstruire une semaine alimentaire avec eux, ils vont vous expliquer qu'ils sont allés à McDo, le mercredi soir avec leurs enfants, puis vous allez ouvrir les yeux grands en disant: «Mais c'est pas en contradiction avec votre modèle?» Et puis, ils vont vous répondre: «Bah non, parce que en fait, McDo pour moi, c'est un moment d'intimité, avec mes enfants, c'est un moment d'échange, et c'est un moment de fête, donc et puis c'est aussi un moment pratique le mercredi soir». Et puis, si vous ouvrez un placard, vous trouvez un pot de Nutella, vous dites: «Ah, beh, vous mangez du Nutella, mais c'est peut-être un peu contradictoire avec votre modèle d'origine». Et puis, ils vont vous répondre: «Bah non, moi, ma mère, elle me faisait des tartines de Nutella au goûter quand j'étais petit, et ce qui est important, c'est que quand j'ai un peu de blues, quand j'ai un peu de nostalgie, bah, j'aime bien me faire une tartine de Nutella».
Donc, tous ces exemples pour vous montrer qu'en fait, quand vous écoutez une personne vous raconter son modèle alimentaire, sa vie alimentaire, elle est pour vous peut-être pleine de contradictions, mais en fait, elle est pleine de cohérence par rapport à ce que nous sommes en termes d'individus, d'identité et d'histoire alimentaire. Donc, nous sommes tous des êtres pluriels et dans cette multiplication de ce que nous sommes, ce qui est compliqué pour les industriels, c'est d'arriver à saisir cette complexité. Mais il est important pour nous d'en être conscients et de pouvoir inscrire notre analyse dans cette complexité. Alors, maintenant qu'on sait que nous sommes des êtres pluriels, on va se poser la question de mais comment on prend une décision qui est une décision alimentaire qui est fortement intime, hein, qui est ce qu'on appelle l'acte d'incorporation. Je décide de manger ou de ne pas manger tel aliment. Eh bien, je remercie Jean-Pierre Corbeau et d'ailleurs, je vous conseille, si vous avez l'occasion de lire ses travaux, il nous a amené un petit triangle magique dans ses travaux de recherche qui nous permet de comprendre comment se construit une prise alimentaire, c'est-à-dire la prise de décision de manger tel aliment, c'est-à-dire l'acte alimentaire. Eh bien, ça se joue entre trois dimensions qui sont le mangeur, vous et moi, la rencontre avec un aliment, celui que je vais incorporer, dans une situation sociale de consommation. Et en fait, c'est l'interaction de ces trois dimensions qui fait que ça va donner le résultat d'une prise alimentaire. Alors, quand on voit ce petit triangle, on se dit, bon, c'est pas si compliqué, c'est assez facile à comprendre. Et en fait, ce qui est un peu plus complexe, c'est de se rendre compte que chaque dimension, ces trois dimensions, en fait, il faut les caractériser, il faut arriver à les décrire. Alors, je prends l'exemple du mangeur. Si je décris le mangeur, qu'est-ce que c'est qui caractérise un mangeur? Ben, c'est ses données sociodémographiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, son sexe, l'âge, sa catégorie socio-professionnelle, son lieu d'habitation, sa situation de revenu, sa situation familiale. Mais il y a tout un tas de données que l'on peut collecter sur un individu. Il y a aussi ses caractéristiques biologiques, physiologiques, sa taille, son histoire médicale, son capital de santé, ses caractéristiques physiologiques aussi au sens de la perception, donc le goût, l'odorat, la vue, on est tous différents. Et puis, un individu, c'est aussi ce qu'on appelle un modèle alimentaire incorporé, c'est-à-dire que si vous interrogez les uns les autres, on a tous construit tout au long de notre vie un modèle alimentaire qui s'est construit dans notre enfance et qui a évolué au fur et à mesure que l'on a vieilli. On s'est nourri de tout un tas d'expériences et ce modèle alimentaire, il est aussi basé sur des croyances, des valeurs, des cadres normatifs qu'on a intégrés. Et donc, ce modèle alimentaire, il nous sert de référence. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais le prendre pour acquis quand on interroge un individu. Parce que si on estime que la personne vous dit, bah voilà, mon modèle alimentaire, c'est ça, et que vous qualifiez la personne que par rapport à ce modèle alimentaire, vous allez passer à côté de ce qu'on appelle la réalité et la mise en action. C'est-à-dire le, ce que nous, en sociologie, on appelle le mécanisme de régulation alimentaire, que je vous expliquerai, que je vous montrerai tout à l'heure un peu plus en détail, mais qui est, j'ai un modèle alimentaire, donc avec des grands principes, sauf que la vie, elle doit vous apprendre à composer avec vos grands principes. Et quand vous vous retrouvez, par exemple, vous voulez manger dans votre modèle alimentaire, vous voulez privilégier une alimentation locale, si vous mangez à la cantine tous les midis, c'est pas de vous que dépend l'origine des aliments et donc du coup vous devrez composer avec cette situation sociale de consommation. Donc c'est pas si simple. Un modèle alimentaire est une direction, est ce qui vous définit, mais ce qui à un moment donné est capitalisable et qui se voit dans les prises alimentaires, c'est la mise en action, c'est-à-dire quand on va composer face à une offre alimentaire d'aliments dans une situation sociale donnée. Un des éléments aussi qui caractérise le mangeur, c'est ses canaux d'influence. Alors, les canaux d'influence, c'est extrêmement important parce qu'à notre époque, on en a de plus en plus. Ça peut être bien sûr les médias, ça peut être les réseaux sociaux, mais c'est aussi la famille, c'est aussi les cercles d'appartenance. Donc, si on fait partie d'un club de sport, si on a des communautés autour de l'alimentation, eh bien, tous ces cercles d'influence vont venir agir sur nos formes de représentation et notre façon de penser l'alimentation. Donc, voilà ce qui caractérise une dimension qui est celle du mangeur. Donc, quand on prend par exemple l'aliment, l'aliment, il a presque autant de dimensions. Il a son identité, on le nomme, il a une origine, il a un design, il a sa famille, sa classification. Alors, en France,
On adore classer les aliments. Dans beaucoup de cultures, on adore classer les aliments. Donc, végétal, animal, protéines, glucides, lipides, céréales, légumineuses, viande. On adore classer les aliments. Donc, ensuite, l'aliment, c'est aussi une gamme. C'est-à-dire, la gamme, c'est est-ce que c'est un produit brut? Est-ce que c'est un produit préparé? Est-ce que c'est un produit surgelé? Est-ce que c'est un produit sous vide? Est-ce que c'est un produit prêt à consommer? Donc, la gamme définit aussi une chose importante, donne du sens par rapport au parcours de l'aliment. Parce que, par exemple, un plat cuisiné donne du sens à une longueur d'une filière avec un nombre d'intervenants plus important que sur un produit brut. Maintenant, ça donne du sens sur un parcours en nombre d'intervenants, mais pas à de la distance. On peut très bien avoir une distance très courte sur une filière dite longue en nombre d'intervenants et un aliment, un légume qui viendrait du bout du monde et qui, pour le coup, n'aurait que 2 ou 3 intervenants dans la filière. Donc, dans les caractéristiques aussi de l'aliment, on a aussi ce qu'on appelle ces caractéristiques intrinsèques, organoleptiques et symboliques. Donc, c'est son goût, son odeur, sa couleur, son aspect, sa texture. Mais c'est aussi tout ce qui est ses qualités symboliques. Donc, est-ce que c'est un aliment ordinaire? Est-ce que c'est un aliment festif? Est-ce que c'est un aliment douceur, de force? Enfin, tout ce qui, à un moment donné, nous permet de classifier l'aliment. Enfin, on a aussi, dans une des dimensions qui définit l'aliment, on a son parcours. Donc, tout ce qui est lié à cette notion de traçabilité qu'on reverra tout à l'heure, qui est souvent rattaché dans un cadre réglementaire à ce qu'on appelle le cadre HACCP ou ISO 22000, mais qui est du coup qui nous permet de comprendre tout son parcours. Le cahier des charges aussi, qui repose sur lui, qui donne aussi beaucoup d'éléments sur son parcours. Enfin, sur l'aliment, on a 3 éléments qui sont importants, qui sont aussi, le procédé de fabrication de transformation, donc comment il a été transformé, la recette, les savoir-faire qui ont été mobilisés pour le concevoir. Sa mise en scène, alors, la mise en scène, c'est quoi? Un yaourt, il a une mise en scène très différente s'il est tout seul à trôner dans votre frigo ou, s'il est au milieu de 10 références différentes, dans un self-service. Donc, et c'est aussi cette étendue de l'offre qui dépend aussi de la situation sociale de consommation, qui va aussi influencer sur votre choix de l'aliment. Et enfin, une dimension qui est extrêmement importante, on le verra plus tard, sa praticité. C'est-à-dire, est-ce que cet aliment est accessible? Est-ce qu'il est facile d'usage? Toutes ces dimensions autour de son packaging sont des dimensions importantes. Donc, on a défini le mangeur, on a défini l'aliment, définissons la situation sociale de consommation. Alors, la situation sociale de consommation, ce qui qualifie la modernité alimentaire, c'est que l'on en fréquente de plus en plus de différentes formes. Donc, une situation sociale de consommation, avant tout, c'est un lieu, un espace et une organisation. Donc, c'est des lieux très différents entre, par exemple, la cuisine, la salle à manger ou la chambre d'un domicile ou le restaurant, le bureau, la voiture, la rue. Il y a énormément d'espaces qui sont des espaces techniques plus ou moins équipés dans lesquels on peut trouver des appareils de conservation, du froid, des appareils de cuisson, du mobilier. Et tout cet espace physique, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle des règles d'interaction sociale qui vont être liées au lieu. Vous n'avez pas les mêmes règles d'interaction sociale si vous êtes dans une cantine ou si vous êtes dans un restaurant gastronomique. Et ce qui fait la richesse d'un être humain, c'est qu'au fur et à mesure des expériences de vie que nous traversons de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, eh bien, on incorpore toutes ces règles de fonctionnement, d'interaction sociale liées aux différents lieux. Et c'est ce qu'on considère, nous, dans notre discipline, notre capital expérience. Ce capital expérience, il nous nourrit, il nourrit notre modèle alimentaire et il nous permet surtout d'être cette petite boîte à outils qui nous permet d'appréhender n'importe quelle situation sociale de consommation. À partir du moment où on l'a déjà vécu, on a déjà une expérience des codes de fonctionnement et donc, du coup, la mise en œuvre est beaucoup plus facile. Au sein de cette situation sociale de consommation, on a ce qu'on appelle l'offre alimentaire. Donc, tout à l'heure, je parlais de mise en scène pour l'aliment. L'offre alimentaire, c'est la mise en scène de tous les aliments. Et du coup, si vous avez l'habitude d'aller dans un self-service, vous pouvez voir que plus ça va, plus nous sommes confrontés à ce qu'on appelle du choix multiple. C'est-à-dire que avant, on avait une entrée, un plat,
un fromage, un dessert. Maintenant, on peut avoir le choix entre plusieurs entrées, plusieurs desserts, plusieurs plats. Donc, ça complexifie d'autant le choix alimentaire. Donc, dans cette situation sociale de consommation, il y a une dernière dimension qui est importante, qu'on appelle le degré de convivialité du repas, c'est-à-dire avec qui on mange. Et le degré de convivialité est plus ou moins fort. Alors, il est plus ou moins fort comment? Soit par le nombre, donc on peut avoir une convivialité, soit par la qualité de la relation qu'on a avec la personne ou la forme de relation que l'on a avec la personne. Donc, je vais vous donner un exemple très concret pour vous montrer en quoi une situation peut coder un choix que l'on a d'un aliment en situation. Vous êtes un mangeur et vous êtes dans un restaurant, dans une cantine ou même dans un restaurant devant une carte et on vous offre aujourd'hui comme plat un plat de spaghetti bolognaise. Bon. Ben, si vous êtes un aventurier de la sauce tomate et que vous mangez avec des amis ou avec des gens de confiance, le plat de spaghetti bolognaise ne va pas vous faire peur. Vous allez dire, bon, bah, allez, j'y vais. Si par hasard, je m'en mets partout, c'est pas grave. Mais par contre, si on vit cette même situation et que c'est pour un premier rendez-vous professionnel avec votre patron, souvent, c'est déconseillé le plat de spaghetti bolognaise parce que les risques sont trop grands d'accidents alimentaires et qui pourraient vous mettre dans une situation périlleuse d'image vis-à-vis de votre supérieur. Donc, c'est pour vous dire cet exemple qu'en fait, on choisit souvent les aliments par rapport à ce degré de convivialité et cette relation qu'on a avec les autres dans une situation donnée. Donc, pour vous montrer que cette dimension, cette prise alimentaire, ce mécanisme d'incorporation est extrêmement complexe, même si ce petit triangle est facile à comprendre, et que du coup, il faut, quand on appréhende le comportement de consommation, appréhender cette complexité. Alors, ce que je propose de vous montrer maintenant, c'est comment elle se met en œuvre tout au long de la journée. Comme là, vous voyez, j'ai essayé de dessiner une journée alimentaire. Donc, le petit mangeur, il a pris son petit déjeuner à la maison et puis après, il y a eu une pause café au bureau avec des collègues et puis il a mangé à la cantine et puis c'est quelqu'un qui est un peu âgé, donc il a goûté avec son petit-fils dans un salon de thé et puis le soir, il est allé avec sa compagne un anniversaire de mariage au restaurant. Donc vous pouvez voir se dessiner une journée alimentaire. Alors pourquoi j'ai dessiné des triangles de formes différentes? Parce que ce qui est important dans cette relation triangulaire, c'est de aussi noter la force qu'il peut y avoir entre deux dimensions. C'est-à-dire, par exemple, si je prends la pause café, ben là, la pause café que j'ai dessinée sur ce schéma, elle me correspond beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, les gens qui me connaissent savent que le café dans ma vie est essentiel, notamment quand je suis au travail. Et donc, peu importe d'où vient le café, donc d'une machine à distribution automatique, d'une cafetière, l'essentiel qui me lie à ce café, c'est la relation que j'ai avec le café. Donc, c'est pour ça que la dimension du triangle, on voit que le mangeur et la tasse de café sont beaucoup plus proches que la situation sociale de consommation. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, des fois, ce qui importe, c'est l'environnement. Ce qui importe des fois, c'est la relation qu'on a avec l'aliment. Et tout ça fait varier la forme du triangle. Une journée alimentaire, donc un parcours alimentaire, ce mécanisme de régulation, c'est-à-dire ce modèle alimentaire en action, eh ben, il se déroule, là je vous l'ai fait à l'échelle d'une journée, mais on peut mesurer et on peut arriver à travailler avec des individus sur 7 jours, voire 10 jours. Après, la mémoire alimentaire est beaucoup plus compliquée à reconstruire. Mais c'est vrai que sur des outils avec lesquels on travaille en méthode, on essaye de capter des journées alimentaires. Les nutritionnistes et les diététiciens travaillent aussi souvent sur des formes de journées alimentaires. Donc là, vous voyez ce qu'est un mécanisme de régulation alimentaire. Donc, quand on parle de mangeurs, vous voyez aussi la complexité. Je rappelle que la question, c'est comment intégrer les attentes des consommateurs dans les démarches de filière. Ce qui est important, c'est que vous, en tant qu'acteur de filière, vous avez un produit que vous voulez mettre dans des situations sociales de consommation, ce produit va être dans des offres alimentaires, donc il va s'inscrire dans cette complexité. Donc c'est pour ça que il m'a semblé intéressant de vous l'expliquer pour vous montrer à quel point il est difficile d'appréhender toutes les situations dans lesquelles votre aliment pourrait être mis en scène.
Alors ensuite, on parle souvent du modèle français. Alors, j'entends beaucoup de choses sur le modèle français, notamment des mots terribles comme, déstructuration, malbouffe, perte de notre modèle. Alors, ça fait quand même depuis, la fin des années 90 que l'on travaille sur, le suivi du modèle français et depuis la fin des années 90, on s'aperçoit que le modèle est assez résistant et qu'il s'organise principalement autour de 3 repas majeurs qui sont le déjeuner et le dîner. Donc on est quand même assez structurés, les Français, et on voit même apparaître un quatrième repas qui est de plus en plus important et de plus en plus marqué en termes de structuration, qui est le goûter, compte beaucoup, notamment pour les jeunes générations. Donc, on est quand même sur un modèle assez structuré. Les dernières études montrent que 80% des repas sont consommés en convivialité. Donc, la solitude, la déstructuration, c'est quand même, ça concerne que très peu de repas et très peu de personnes, statistiquement. Ensuite, ce qui est important de remarquer et qui a fortement évolué, c'est notre relation au temps, le temps de manger. Le temps de manger, c'est le temps de préparer, c'est le temps de manger vraiment, c'est-à-dire le temps de repas. Alors là, c'est vrai que dans l'histoire de ces 30 dernières années, le temps autour du repas a fortement diminué. Le temps de cuisine dans la semaine, il est de à peu près 20 minutes pour un repas et à peu près la même chose, c'est autour de 15 minutes pour le temps de consommation d'un repas. Maintenant, il faut différencier ce qu'on appelle le temps de l'efficacité de la semaine du temps, de détente et de plaisir du week-end. Alors la semaine, c'est pas tout à fait la semaine dont on l'entend, du lundi au vendredi, je dirais plutôt du dimanche soir jusqu'au vendredi midi, c'est-à-dire vraiment ce qui est, lié à la contrainte, de l'école, de l'espace de travail, et qui nous amène à vraiment penser notre modèle alimentaire dans l'efficacité. Et après, un temps beaucoup plus élastique au moment du week-end, qui est, un temps de détente et de plaisir et sur lequel, du coup, on prend plus de temps pour la préparation, la sélection des aliments et le temps de convivialité des repas. Donc, pour, résumer, le modèle français, alimentaire, est plutôt, résistant, dans ses fondements. Alors, par contre, ce que l'on voit, c'est que dans les modèles, donc, je rappelle que les modèles, c'est ce que nous avons incorporé, mais ce n'est pas forcément ce que nous faisons, hein, parce que avoir un modèle, c'est bien, mais faire, c'est compliqué. Du coup, dans l'évolution des régimes alimentaires, on voit vraiment une évolution qui est importante, qui est, on va dire, une diminution de la consommation des protéines animales au profit des protéines végétales. Alors, je vais prendre ça avec, un peu de prudence. 34 des foyers se déclarent flexitariens. Ça, c'est une étude, qui est parue il n'y a pas très, très longtemps, et qui, annonçait quand même une sacrée évolution parce que ce taux était à 25 en 2015. Et quand on décline tous les modèles de régime, alimentaire, on voit il en existe une palette. Alors le modèle de l'être humain, c'est on est tous des omnivores. Notre modèle alimentaire, c'est la variété et manger de tout. Mais quand on a dit ça, on s'aperçoit que par rapport à ce modèle-là, on va avoir, 2 tendances, qui vont être des tendances très marquées en ce moment, qui sont ce qu'on appelle les réductariens et les flexitariens. Alors souvent, ils sont sous la même dénomination flexitariens, mais j'ai voulu, vous montrer la différence parce qu'elle est importante en évolution de modèle. Les réductariens, ce sont des gens qui vont vous déclarer qu'ils mangent moins de viande pour, pouvoir, s'ils aiment la viande et ils préfèrent acheter de la viande de qualité. Mais du coup, dans leur modèle, c'est quand même un modèle qui est carnivore d'abord, enfin c'est un omnivore mais avec une présence de protéines animales importantes et ils réduisent la consommation de la viande. Ça ne veut pas dire réduire la consommation des protéines d'origine animale, parce que des protéines d'origine animale, on en a ailleurs, on en a dans les œufs et on en a aussi dans les coproduits de la viande. Les flexitariens, le modèle flexitarien, c'est un modèle qui est bâti d'abord sur des fondements d'un modèle végétal. Donc, on privilégie le végétal et on intègre les produits d'origine animale comme étant occasionnels et du coup, avec une sélection d'une très forte qualité de ces aliments. On aime manger de la viande, mais on en mange très peu, mais quand on en mange de qualité. Ensuite, on a une autre déclinaison. Alors, les végétariens sont des gens qui ne mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson, donc, et qui ont un modèle de base qui est végétal.
Les végétariens, ce sont des gens qui mangent des produits d'origine animale, mais qui ne mangent pas de viande, mais ils mangent des œufs, ils mangent du lait, ils mangent du miel. Les végétaliens ne mangent que des produits d'origine végétale et les véganes, en fait, sont des végétaliens qui poussent leur pratique à ne pas consommer, ne pas acheter, ne pas porter des produits d'origine animale, donc ils ne portent pas de cuir, ils ne portent pas de laine. Ils n'utilisent pas non plus de cosmétiques qui pourraient employer des coproduits animaux ou qui pourraient faire des essais thérapeutiques sur les animaux. Donc, voilà à peu près les modèles. Et en bout de ligne, de l'autre côté, en opposition, ben, on voit naître une petite minorité de gens qui se déclarent carnistes. Alors eux, c'est des gens qui vont affirmer haut et fort en opposition aux véganes que c'est des mangeurs de viande. Donc on a cette belle déclinaison de nouveaux modèles. Alors quand on le voit, on se pose la question pourquoi on choisit de réduire sa consommation de viande. Ben, les raisons, en règle générale, qui sont énoncées par les consommateurs sont écologiques, pour une question d'impact, éthique aussi, liée essentiellement à des dimensions de bien-être animal et de santé, puisque c'est vrai que les scientifiques se sont penchés sur santé et consommation de viande, qu'il y a quelques résultats qui ont réussi à montrer que trop de consommation de viande n'était pas forcément très bon pour la santé. Et donc, du coup, il y en a qui l'ont intégré comme dans un canal d'influence. Et donc, on fait évoluer leur modèle par rapport à cette donnée. Donc, le modèle alimentaire n'évolue pas beaucoup, mais les régimes alimentaires, on voit que oui, ils évoluent et que la plus grosse tendance, c'est les réductariens et les flexitariens. Donc, ils représentent 34% des foyers. Alors, quand on a dit ça, donc, on peut se poser une autre question qui est, on a vu comment on construisait notre décision alimentaire, on a vu que ça se déclinait sur une journée, mais ce n'est pas si simple en fait, parce qu'il y a encore une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est cette notion importante qui est la notion d'espace social alimentaire. Alors, c'est quoi un espace social alimentaire? Je vous conseille de lire sur cette thématique des travaux. Celui qui a inventé le concept d'espace social, c'est Georges Condominas, qui était un anthropologue, qui travaillait sur des minorités ethniques, les Mnong des plateaux au Vietnam. Et puis, ça a été repris par le sociologue Jean-Pierre Poulain dans son ouvrage Sociologie de l'alimentation, donc je vous invite à consulter. Cet espace alimentaire, c'est nous, quand on fait une prise alimentaire, cette prise alimentaire, elle n'est pas hors sol, elle n'est pas déconnectée d'un environnement. Cet environnement, cet aliment, il n'est pas venu tout seul. Il est arrivé par un certain nombre d'acteurs qui nous ont amené un jour à ce que nous, on puisse rencontrer cet aliment. Et ça s'est joué dans un espace qui est un espace plus ou moins grand et qui est plus ou moins facile à délimiter. Pour vous expliquer clairement l'espace social tel que Georges Condominas envisageait, l'espace social alimentaire de Georges Condominas, il étudiait une minorité ethnique qui était les Mnong, qui donc allaient chercher leurs aliments sur un espace qu'on pouvait considérer comme étant limité, un biotope, comme on dit dans leur biotope, et donc ils sélectionnaient un certain nombre d'aliments et par rapport à ces aliments, ils avaient défini un modèle alimentaire dépendant des saisons et dépendant aussi du gibier. Et c'était ça Georges Condominas avait étudié que parmi tous les aliments potentiels qu'il pouvait y avoir dans cet espace, il y en avait certains qui étaient comestibles, mais que pourtant les gens ne mangeaient pas. Alors même lui, il s'était même aperçu que d'une tribu à l'autre sur le même territoire, c'est-à-dire au sein du même espace social alimentaire, eh bien, il y en avait certains qui consommaient des aliments et les autres pas. Donc, qui avaient des codes et des règles culturelles qui réglaient ce qu'on appelle l'ordre du mangeable, c'est-à-dire la classification des aliments qu'on considère faire partie de son modèle alimentaire. Donc, c'était facile, enfin, quand on est dans ce modèle-là d'anthropologie, sur une tribu, sur un territoire donné, c'est extrêmement facile. Sauf que cette notion d'espace alimentaire, elle existe toujours, mais nous, maintenant, dans notre modernité, elle est extrêmement vaste. Elle est extrêmement vaste parce qu'on est capable de manger à la fois un poulet tracé du Gers et un avocat qui vient du Pérou. Donc, pour arriver à délimiter cet espace, le nombre d'intervenants sur chaque aliment, c'est extrêmement compliqué. Et on peut quand même faire une hypothèse, c'est que le fait qu'on ait du mal à délimiter, ça explique à l'heure actuelle, dans un contexte qui est un petit peu tendu et un petit peu anxiogène,
ce retour au local, ce retour au territoire, avec une nécessité à un moment donné d'avoir le sentiment de relocaliser ces aliments dans un espace que l'on peut appréhender. Donc, cette notion d'espace alimentaire, elle est extrêmement importante, sachant que quand un aliment arrive dans votre assiette, il a rencontré beaucoup d'acteurs entre le moment où il a été sélectionné à l'échelle de la semence, semé, cultivé, puis transformé, enfin stocké, puis transformé. Donc, il y a toute une logique de filière avec un grand nombre d'acteurs qui vont intervenir donc de la production, du stockage, de la transformation sur cet aliment. Ces acteurs, on les nomme des portiers. Alors pourquoi des portiers? Parce qu'en fait, ils occupent chacun des places bien définies dans les maillons d'une filière et c'est eux qui vont à un moment donné agir sur l'aliment et puis le faire passer. Ce sont des passeurs qui à un moment donné vont le faire passer dans le maillon suivant. Donc, le producteur l'amène à la coopérative qui le stocke, le transporteur va l'amener chez le meunier qui va en faire de la farine. Et du coup, cet aliment va passer par différentes mains, différents savoir-faire et différents espaces techniques. Et tous ces portiers agissent et contribuent à l'identité d'un aliment. Et ce que l'on constate à l'heure actuelle, c'est que plus il y a de portiers, plus les filières sont longues, plus elles sont obscures, c'est-à-dire qu'on a du mal à identifier le nombre d'intervenants. Des fois même, il y a des intervenants qu'on considère comme étant incongrus, par exemple des courtiers qui vont faire simplement de la spéculation sur les aliments. Donc, plus il y a d'intervenants, plus c'est anxiogène pour le consommateur. Mais cette notion de portier, elle est extrêmement importante aussi parce qu'il faut aussi être capable de la voir du côté positif. Un portier, c'est quelqu'un qui est essentiel à ce qui construit l'identité aussi d'un aliment. Un portier, ça peut être un boucher, et on sait à quel point le métier de boucher est important pour avoir une bonne viande. Donc, il y a des éleveurs, il y a des bouchers, il y a des savoir-faire, et ces savoir-faire amènent de la valeur symbolique à chaque aliment. Donc, parmi ces portiers, il y a des gens qui ont des métiers fabuleux et qu'il faut être capable de valoriser. Mais un des derniers portiers, qui est celui en qui on a une confiance souvent absolue, nous amène faire la connaissance d'un autre triangle décisionnel qui est extrêmement important pour appréhender le contexte complexe de ce que nous sommes en tant que mangeurs-consommateurs, qui est l'acte d'achat, c'est-à-dire je décide d'acheter ou pas tel aliment. Alors, j'ai repris le modèle de Jean-Pierre Corbeau et je l'ai adapté au processus décisionnel de l'acte d'achat. On retrouve notre mangeur, mais qui est aussi un acheteur et qui donc devient un portier, qui est le portier de confiance. Alors, les statistiques, je suis désolée, c'est les statistiques, montrent que 85% des cas, ce sont les femmes qui sont les personnes responsables des achats alimentaires dans un foyer. Donc, c'est principalement une fonction féminine de l'achat alimentaire en France encore. Et c'est vrai que souvent on dit autant nous sommes tous des mangeurs, autant nous ne sommes pas tous des acheteurs. Et parmi nous, dans la population, il y a des gens qui, en fait, laissent le choix de l'aliment, le choix de la cuisine de l'aliment à d'autres personnes. Et là, principalement dans les foyers, c'est la mère de famille. Donc, on a ce triangle dans lequel les deux portiers, on va dire, des fois c'est la même personne, qui sont essentiels, qui permettent à l'aliment d'arriver dans votre assiette. C'est celui qui l'achète et c'est celui qui le cuisine. Donc, par exemple, dans une cuisine de restauration collective, il y aura l'économe qui va les acheter et puis le cuisinier, l'équipe de cuisine qui va le préparer. Donc, on a des portiers qui sont des portiers essentiels dans cette notion de confiance que l'on va lier après à l'aliment. Donc là, vous retrouvez le même type de triangle que pour la décision d'incorporation, où on a une relation entre un acheteur, un aliment, une situation sociale d'achat. Donc la situation sociale d'achat, elle a aussi des dimensions pour la définir, mais il y a la GMS, il peut y avoir les circuits comme les AMAP, les circuits courts. Il y a des nouveaux outils, par exemple comme la commande en ligne, le prépaiement avec le téléphone. Et l'aliment, lui, il est dans une mise en scène qui est un peu différente, puisque qu'il soit dans un rayon
de grande surface ou dans un rayon de magasin de producteurs, eh bien, la relation qu'on va avoir avec l'aliment n'est pas la même. Donc, ce qui, pour moi, a été important de vous montrer à travers à la fois le mécanisme d'incorporation, le mécanisme de la décision d'achat, comment se construisent les prix alimentaires sur une journée, cette notion d'espace alimentaire, mais aussi, vous allez voir, quand on est sur cette notion d'achat, on a aussi une autre dimension liée au territoire qui est ce qu'on appelle le parcours d'achat et le territoire de vie. Alors, c'est quoi? Le territoire de vie, dites-vous que par rapport à la notion d'espace alimentaire, il est forcément dedans. Il est, en fait, c'est l'endroit où on habite et c'est l'endroit que l'on pratique. Et sur ce territoire de vie, qui est souvent régi par nos déplacements et nos activités, donc c'est votre domicile, mais c'est aussi l'endroit où vous travaillez, c'est l'endroit où vous emmenez vos enfants à l'école ou au sport, c'est tous les endroits que vous fréquentez. Et ces endroits que vous fréquentez, il y a des opportunités d'accès à des lieux d'achat et vous allez construire des parcours d'achat qui sont des parcours d'opportunités en fonction de votre rythme de vie. Et c'est ça qui, de temps en temps, va aussi conditionner votre relation à l'aliment et vous dire, ben, moi, par exemple, j'aimerais privilégier plus de local, sauf que si dans votre territoire de vie, ces aliments issus du territoire local n'existent pas, enfin ne sont pas dans l'offre alimentaire qu'on vous propose, eh bien, vous serez dans l'incapacité de les acheter parce que vous n'avez pas la possibilité matérielle de vous déplacer vraiment de votre espace de vie. Occasionnellement, oui, mais ce territoire de vie, il est quand même assez contraint. Il est contraint par vos obligations de travail, par vos obligations familiales. Et donc, du coup, bah, vous faites vos courses souvent dans l'espace que vous connaissez. Et ça, c'est quand même un élément qui est important parce que par rapport aux attentes de consommateurs, c'est une contrainte le territoire de vie. C'est pas forcément une liberté. C'est-à-dire que on n'a pas, on peut avoir des desiderata, on peut avoir des représentations de ce qu'on voudrait être comme étant une bonne alimentation, mais le territoire dans lequel on évolue ne nous permet pas de le mettre en action. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ce qui est positif, c'est que dans les débuts des années 2000, on fréquentait en moyenne 2 magasins par semaine et que maintenant, en moyenne, on est plutôt à 6 lieux d'achat différents avec un retour en force de ce que l'on appelle les magasins de proximité. Mais qui dit magasin de proximité ne dit pas forcément approvisionnement local et aliments locaux. Donc, de tous ces éléments-là, ce qui me paraissait important, c'est de vous montrer qu'en fait, quand on parle du mangeur, du consommateur, c'est extrêmement compliqué d'appréhender. Et si je reviens au début à cette notion d'études et de socio-style, très différent, c'est très compliqué au regard de ce que je vous expliquais, de nous faire rentrer dans des cases. En fait, nous sommes une multitude de cases qui se superposent et qui, à un moment donné, se mobilisent quand on est en situation. Et par rapport aux professionnels, quand ils veulent essayer de comprendre comment positionner leurs aliments sur les marchés, il est intéressant d'essayer de développer des méthodes pour pouvoir arriver à appréhender cette complexité. Donc ça, c'était cette première partie d'intervention qui me semblait important pour vous expliquer qui nous étions en tant que mangeurs-consommateurs. Maintenant, ce que je vous propose d'aborder, c'est cette question du contexte dans lequel va s'inscrire cette notion de qualité alimentaire territoriale. Alors pour l'instant, le contexte dans lequel nous sommes, eh ben, il n'est pas propice à la confiance. Cette diapositive, je vous l'ai construite pour vous montrer qu'en fait, ben, depuis 1996, nous avons traversé et nous traversons toujours en permanence de l'instabilité en matière de crise, de scandale alimentaire, alors plus ou moins aigu. Mais c'est vrai que probablement qu'en 96, la crise de la vache folle va être une rupture majeure entre les acteurs des filières et les consommateurs et qu'à partir de là, la suspicion va s'installer parce que bah, il y a eu des choses perçues comme étant anormales, notamment de faire manger des farines animales à des herbivores. Mais après, ils vont se décliner une suite d'événements comme le poulet à la dioxine, mais aussi des choses pour lesquelles on n'y est pas pour grand-chose, mais qui sont les fièvres, les grippes,
les infections, les ruptures de système, comme par exemple les intoxications à l'Escherichia coli. On a aussi un événement qui est un événement un petit peu différent, qui est la lasagne dans le cheval dans la lasagne. Alors là, c'est différent parce que le produit en soi n'était pas toxique, mais on prenait conscience que petit 1, il y avait des métiers qui étaient des métiers obscurs dans des filières qui étaient ceux des courtiers, qu'un produit qui partait être une vache finissait par être un cheval. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc il y avait tromperie. Cette notion de tromperie a été majeure parce que même si le consommateur jusqu'à présent, tout ce qui était de l'ordre de la rupture, on va dire sanitaire, même si elle était terrible à vivre, elle restait acceptable. Et puis, elle a permis aussi de renforcer l'image que nous avons du système de sécurité. C'est-à-dire que maintenant, grâce au paquet hygiène, on est capable d'identifier les lots et de les sortir s'il y a un risque sanitaire. Par contre, la tromperie, c'est la faiblesse des hommes, hein, et donc, du coup, c'est plus compliqué à gérer et c'est plus compliqué à accepter. Dans les crises les plus récentes maintenant et qui sont extrêmement présentes, on a celles liées aux produits phytosanitaires et notamment qui se matérialisent à travers la crise du glyphosate, où là, c'est plus une remise en question des systèmes de production qui va venir mettre en évidence un autre risque qui est un risque qui commence à prendre de l'ampleur dans l'imaginaire collectif, qui est le risque du produit toxique sur consommation, on va dire quotidienne ou régulière, à travers les résidus. Et enfin, bah, le dernier, qui est le coronavirus. Alors, vous me direz pourquoi le coronavirus? Parce que le coronavirus, il est extrêmement lié à l'humain et pas forcément à l'alimentation. Bah, pas tout à fait. Alors déjà parce que, en termes de contexte anxiogène, hein, il est pas mal quand même, hein, il nous a posé, il s'impose. Mais aussi parce que dernièrement, on voit commencer à apparaître que bah, certains animaux auraient été contaminés par le coronavirus, donc des chats, un tigre, je crois, et puis dernièrement, des élevages, alors certes de visons qu'on ne consomme pas, mais ça pose quand même la question d'une certaine angoisse qui est est-ce qu'à un moment donné, il pourrait y passer la barrière entre l'humain et l'animal. Donc, bon, tout ça pour vous dire que le contexte n'est pas propice à la confiance et que, en plus, les médias se jouent bien de nous le rappeler tous les jours. Donc, on ne peut pas passer une journée en lisant un journal ou en regardant la télévision ou les réseaux sociaux pour qu'on ne vous apporte pas la thématique des crises alimentaires ou des risques que l'on encourt à manger. Alors, ça a quelles conséquences? Bah, petit 1, les consommateurs sont plutôt méfiants, hein, et du coup, ils vont essayer de se construire une certaine expertise et ils vont se poser des questions sur certaines dimensions. La composition des aliments, notamment la présence de résidus toxiques, la suspicion de fraude et de tromperie. Donc, du coup, ça pose vraiment la question de la traçabilité, de la transparence. Et puis, bah, justement, bah, la question du manque de lisibilité de cette traçabilité. Donc, le contexte n'est pas très favorable à la confiance. Ensuite, on voit que bah, les consommateurs évoluent quand même dans les attentes qu'ils ont. Donc, bon, même si encore une majorité disent que le premier critère de choix, ça reste le prix, mais je reviendrai sur cette notion de prix. Il y a quand même les ingrédients, le lieu de fabrication, l'origine, comme on le voit en bas de cette diapositive. Quand on regarde les critères qui influencent, 57% disent le plaisir, le goût. Alors ça, c'est typiquement français, hein, c'est vrai que les anglo-saxons sont plus calés sur la fonctionnalité d'un aliment. Nous, s'il n'y a pas de plaisir de goût, même s'il est bon pour la santé, ça ne marche pas très bien en matière de mise en marché. 46% disent que c'est l'origine des ingrédients du produit. Donc, cette notion d'origine est extrêmement importante. Le lieu de fabrication, donc c'est lié à cette notion d'origine. Et enfin, les ingrédients, les informations que l'on peut avoir sur l'aliment. De l'autre côté, vous voyez, j'ai une étude qui était celle de Greenflex et là, on voyait apparaître, alors il y a 2-3 ans, mais ça reste totalement d'actualité, qu'en fait, les citoyens déclaraient vouloir être beaucoup plus acteurs de leur alimentation, c'est-à-dire agir de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est que si on est à un moment donné sur une démarche filière, si on souhaite vraiment s'organiser en tant que différents acteurs de territoire pour construire une filière, il y a un des acteurs qu'il faut mettre dans la boucle, c'est les consommateurs. Ils sont un acteur à part entière de la filière et il est plus intéressant de coopérer que d'essayer de les séduire.
Donc ensuite, dans cette étude, on voyait renaître la notion de local. Il y avait cette notion de santé qui quand même reste importante, qu'on avait dans l'autre à partir de l'information des ingrédients. Mais on a aussi dans cette étude, et c'est arrivé juste à ce moment-là, cette étude doit dater de 3 ou 4 ans, la répartition juste de la valeur comme étant un critère différenciant qui maintenant est extrêmement ancré dans les dernières études. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, si on repart de cette notion du prix comme étant le critère, parce que souvent, quand vous expliquez que le consommateur attend un peu plus de qualité ou des choses différentes, les professionnels vous répondent oui, mais il n'est pas prêt à le payer. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que dire qu'à un moment donné, si on crée plus de qualité, ça va augmenter le coût du produit, euh, c'est une affaire d'abord, petit 1, de négociation et d'acceptabilité du prix, mais c'est aussi une affaire de transparence du prix. C'est-à-dire que actuellement, simplement dire bah oui, mais c'est un produit local, donc c'est normal qu'il soit plus cher, ça ne suffit pas. L'objectif, c'est d'expliquer pourquoi il est plus cher. Ça ne veut pas dire que le consommateur ne l'achètera pas parce qu'il est plus cher, mais s'il doit l'acheter, il veut savoir pourquoi il doit l'acheter. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire sur la transparence du prix. Parce que c'est vrai que la répartition juste de la valeur, ce n'est pas simplement la déclarer, il faut aussi la prouver. Ensuite, il y a un élément qui me paraît important sur cette notion d'information d'ingrédients et de prise en main de prise en main de son alimentation. Eh bien, les consommateurs ne peuvent pas forcément agir de façon individuelle, donc ils se rabattent sur des acteurs qui peuvent les représenter. Actuellement, ceux qui sont crédibles et qui agissent en ce sens sont les associations de consommateurs ou les associations environnementales. Elles ont un jeu clé et un rôle nouveau à jouer dans l'environnement. Et notamment, on s'aperçoit que certaines associations de consommateurs ont évolué notamment dans leurs pratiques en faisant ce qu'on appelle du picking produit. C'est-à-dire, vous êtes un industriel, vous affichez un cahier des charges et puis vous dites, voilà, mon produit, il est ça, 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 je vous le garantis. Eh bien, les associations de consommateurs, elles vont chercher le produit dans les rayons et elles analysent votre produit, le plus souvent à travers des laboratoires indépendants, des analyses extrêmement poussées, et on essaye de voir si ce que vous dites, vous le faites. Et donc, ce risque de transparence par le contenu du produit est extrêmement important. Donc, moi, j'aurais tendance à suggérer qu'il vaudrait mieux l'anticiper. Donc, si on est sur une démarche de construction de filière territoriale, petit 1, faire du consommateur citoyen du territoire son allié et son partenaire dans la construction de cette filière. Et pourquoi pas instaurer, si on a une démarche de qualité qui est bâtie sur des indicateurs particuliers, que cette mesure soit faite à travers des prélèvements de produits en collaboration avec des laboratoires indépendants pour prouver que ce que l'on fait, c'est bien. Le déclarer, ça ne suffit pas. Maintenant, nous sommes sur une obligation de résultat. Enfin, dernier élément, on voit une évolution de cette notion de local. La notion de local, dans les années 2000, on va dire 2010, c'était très, très lié à cette notion de locavore et de distance. On te disait, bah, voilà, manger local, alors on hésitait toujours entre 80, 120 km, 150 km. Donc, ça dépendait si on habitait le cœur de Paris ou en plein milieu de l'Auvergne. Mais c'est vrai que cette notion de local a beaucoup évolué. Maintenant, elle est de plus en plus sur des images de filières à taille maîtrisable, tracées et de préférence territorialisée. Donc, c'est vrai que le consommateur, peu importe si vous habitez en Occitanie et que vous avez envie d'une sardine de Bretagne, c'est pas parce que vous allez manger une sardine de Bretagne que pour vous, vous n'allez pas manger local. Vous allez manger un local qui est un territoire d'une filière dont vous avez confiance, qui vient probablement d'un autre territoire, la Bretagne, mais qui pour vous représentera quand même un aliment local. Donc ça, c'est des notions qui évoluent, qui sont extrêmement importantes. Si je reprends le contexte, donc assez rapidement, on voit que d'un côté, les consommateurs s'estiment mal informés, donc qu'ils n'ont plus trop confiance. De l'autre côté, les agriculteurs se plaignent d'avoir perdu le lien avec les consommateurs, d'avoir un secteur économique en crise, parce que c'est vrai que puis, la situation actuelle ne va pas l'améliorer. Donc, il y a quand même un contexte qui est un contexte tendu. Et donc, la question de la qualité alimentaire, ou du moins de la différenciation, de prouver que l'on fait les choses différemment pour essayer de séduire le consommateur,
Mais ça va se traduire comment? Bah, d'un côté, le consommateur dit: «Je veux plus de local», donc traçabilité de l'origine, des filières territoriales, de la proximité, de la maîtrise de ma conso ça me permettra de maîtriser ma consommation et du coup aussi d'avoir cette forme d'engagement. De l'autre côté, bah, les acteurs des filières répondent. Ils répondent comment? Bah, les transformateurs, les distributeurs, les acteurs privés, ils créent des cahiers des charges. Alors des cahiers des charges, il y en a une belle palette. Donc là, je vous en ai mis, quelques-uns qui sont en fait des cahiers des charges de contractualisation privée. Donc, c'est Carrefour qui va contractualiser avec ses producteurs de ces filières responsables. Et donc, tous ces cahiers des charges ont des critères qualité qui varient, qui ne sont jamais les mêmes et qui sont extrêmement contraignants dans la contractualisation avec les agriculteurs. Sachant que bien, Carrefour va vouloir avoir 30 ou 50 agriculteurs sous un cahier des charges qualité pour son blé, mais il ne se posera pas trop la question si l'agriculteur produit autre chose que le blé. Son exigence va être vraiment que sur le blé qu'il veut tracer sur cette filière. Donc, c'est assez contraignant pour l'agriculteur, c'est assez contraignant pour nos éleveurs parce que ça les oblige souvent à être sous différents cahiers des charges. Donc, ça complexifie leur activité et il y a une mauvaise capitalisation de la qualité à l'échelle de l'exploitation. Et qui dit une capitalisation de la qualité à l'échelle de l'exploitation dit surtout une capitalisation de la qualité à l'échelle d'un territoire. Donc ça, pour l'instant, la multiplication des cadres de référence complexifie la situation. Alors après, il y a aussi les cadres publics. Donc là, je vous les ai mis, le poids des normes et l'augmentation des cahiers des charges. Donc on a tous ceux qu'on connaît qui sont les cahiers des charges gérés par l'INAO. On a le nouveau venu qui est HVE3, haute valeur environnementale. Et puis on avait aussi des politiques publiques, des normes ISO. Et donc tout ça, c'est un ensemble de contraintes qui pèsent sur notre système de production, mais surtout qui va amener le fait que si le consommateur dit je veux être acteur de mon alimentation, ben, dans, dans cet écosystème, c'est quand même extrêmement complexe de se repérer. Et quand on parle justement de qualité, ben, la question qui vient, c'est quelle qualité? Parce que là, pour le coup, il y en a quand même plus que de raisons. Et donc, d'un côté, on voit que ben, les agriculteurs qui sont soumis à tous ces cadres font quand même évoluer leurs pratiques, mais ils peuvent très mal le valoriser. Donc, ils n'en bénéficient pas. Ils sont plutôt dans un déficit d'image et du coup, ils font des efforts, mais ces efforts ne sont pas visibles parce que la majorité de ces cadres de référence bénéficient plus aux acteurs de l'aval qu'aux acteurs de l'amont. Et ensuite, sur le modèle économique, on s'aperçoit qu'actuellement, si je caricature un peu, mais c'est 80% de la production agricole en France est plutôt sur du standard et 20% sur des cahiers des charges qualité, et que économiquement, pour que ce soit viable, il faudrait, alors certains disent inverser complètement le ratio. Moi, je m'imagine que si on arrivait déjà à 40-60 ou 50-50, ça pourrait déjà être bien. Donc, du coup, on a un contexte qui est un contexte compliqué et une relation qui est complètement brisée entre les consommateurs et les agriculteurs. Alors, sur ce besoin d'information, je me permets de me poser 5 minutes parce que c'est quand même extrêmement important. L'information, ça va être un enjeu majeur dans les prochaines années. La question de simplement la traçabilité telle qu'on la connaît maintenant, qui est régie par le paquet hygiène, n'est pas suffisante. Et là, je vous ai proposé un modèle, par exemple, où il y a tout un tas de questions qui sont posées. Là, c'est c'est une filière laitière, produit. Donc, la question qui peut être où as-tu été élevé, par qui, dans quelles conditions, quels sont les aliments que tu as consommés, mais aussi pour les gens qui sont de la filière, est-ce que vous vivez de votre métier, est-ce que, comment vous transformez ces aliments, est-ce que c'est des entreprises de petite ou moyenne taille ou de grande taille, est-ce que c'est produit localement, est-ce que vous créez de l'emploi direct et indirect, est-ce que vous respectez l'environnement, est-ce que l'aliment, lui, il est bon pour ma santé? Enfin, il y a énormément de questions et la liste n'est pas exhaustive. Donc, c'est ce type d'informations qui sont extrêmement variées et qui se bâtissent sur beaucoup, beaucoup d'indicateurs et de critères, va vraiment poser la question, à partir de maintenant, de la traçabilité de l'information, de l'enjeu stratégique qui se situe autour de ce qu'on appelle la data et des blockchains, c'est-à-dire cette traçabilité. Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est que le consommateur, lui, il n'a que très peu de temps pour choisir un aliment. Il va falloir qu'à un moment donné, il ait confiance en l'aliment qu'il sélectionne s'il n'a pas un intermédiaire pour l'aider dans son choix.
S'il est chez le boucher servira d'intermédiaire pour l'aider dans son choix. S'il est dans un rayon de grande surface, il n'a pas d'intermédiaire. Donc, il va se fier au produit. Donc, la question primordiale qu'il va falloir se poser dans les années à venir, c'est comment on permet aux consommateurs d'accéder à cette information pour faire un choix juste et pour pouvoir soutenir les filières de qualité. Alors, dans les attentes des consommateurs, on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres notions qui sont importantes, qui sont des notions éthiques. Donc, là, j'en ai mis quelques-unes. Le respect, on l'a vu, de la répartition de la valeur, mais aussi la qualité de vie au travail et le respect de la protection des opérateurs, le respect de l'environnement, on l'a vu, le respect de la santé, on l'a vu, mais il y a aussi tout ce qui est lié. L'environnement, ce n'est pas simplement le modèle agronomique, mais c'est aussi tout ce qui va se jouer sur l'impact qu'on a sur l'environnement. Donc, ça passe par le traitement des déchets, l'économie circulaire, tout ce qui se situe autour des transports. Enfin, il y a énormément de questions qui vont être posées autour de cette notion d'environnement. Et enfin, une attente qui monte de plus en plus et qui est extrêmement importante. Moi, j'ai des alertes sur le mot-clé bien-être animal et je ne passe pas une journée sans avoir 2 ou 3 alertes sur cette thématique. Donc, c'est une montée en force en termes d'attente par rapport à cette notion de bien-être animal. Donc, nos consommateurs, c'est-à-dire nous, nous sommes petit à de plus en plus connectés, nous avons de plus en plus de sources d'informations qui sont plus ou moins fiables, mais nous avons un besoin de justice et d'éthique qui est de plus en plus important. Donc, par rapport à tous ces éléments que je vous ai donnés sur l'évolution des attentes des consommateurs, le contexte qui est un peu tendu entre les acteurs des filières et les consommateurs, eh bien, la question de la qualité est posée. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Alors, c'est vrai que pour dire quelle pourrait être une réponse sur un accompagnement qualité filière, il faut trouver une définition de la qualité. Alors, c'est vrai que ces dernières années, on s'est beaucoup penché sur ça. On est parti de ces différentes notions que je viens de décliner. La première qui nous paraissait importante, c'était du coup cette notion de local qui, au départ, était liée à une distance et qui de plus en plus inclut énormément d'éléments, comme vous l'avez vu. Et le local, dans la confiance, c'est d'abord l'identification d'un territoire, c'est la géolocalisation d'un individu ou d'une usine de production. Donc, on sait, si par hasard il arrivait quelque chose, où trouver. Donc, ça, c'est cette notion de géolocalisation, on pourrait dire, à un moment donné, en cas de rupture ou du moins d'arriver à retrouver celui qui est responsable d'eux. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que petit à petit, la confiance, c'est aussi, on l'a vu, la construction de filières qui sont des filières territoriales. Donc, du coup, où est-ce que sont situés ces acteurs, ces portiers, ces structurations de filières? Où sont situés ces acteurs de la production, de la transformation? Et du coup, quelle est la place qu'ils occupent dans un territoire? Donc, à un moment donné, on va voir que la confiance, elle se construit aussi sur une histoire de territoire. Mais quand je dis une histoire, c'est pas faire prendre des vessies pour des lanternes ou raconter des bêtises. C'est vraiment une histoire juste. C'est une histoire qui repose sur des fondements, une histoire qui peut être prouvée. Donc là, c'est vraiment important. Et donc, après, on voit qu'on peut ajouter à ça cette notion de filière durable et responsable, c'est-à-dire ce lien qu'il peut y avoir entre chaque acteur, chaque portier, qui vont porter chacun d'entre eux la responsabilité de cette confiance et donc la volonté de ne pas avoir de rupture de confiance, donc d'être tous impliqués dans cette confiance, ce qui va faire vraiment des filières durables et responsables. Donc, on parle souvent de l'environnement à l'échelle du modèle agronomique, mais moi je parle de l'environnement à l'échelle de la filière. Donc ça pose la question aussi de l'impact des unités de transformation. Et c'est quand on pense donc toutes ces filières qui sont ancrées dans un territoire et l'implication de tous ces acteurs que l'on peut parler de haute qualité territoriale et donc du coup de contrat de confiance lié à un modèle de haute qualité territoriale. Donc, comment on peut définir la qualité? Nous, on a travaillé dessus depuis quelques années, on peut dire maintenant 5 ans. Et on est parti d'une définition qui existait dans les années 90, qui était bâtie sur une petite étoile qui avait 4 branches, où on avait chaque branche correspondait à une petite phrase très simple. Donc, on avait la qualité organoleptique qui répondait à la phrase une alimentation qui a du goût. Comme vous pouvez voir, c'est toujours très important. La qualité nutritionnelle, c'est-à-dire une alimentation bonne pour ma santé.
et une alimentation qui ne doit pas attenter à ma santé, c'était la qualité hygiénique. Et puis, il y avait un quatrième volet qu'on appelait un peu valise, qu'on appelait la qualité symbolique et qui correspondait à une phrase qui était une alimentation conforme à mes valeurs. Alors, de cette étoile, en fait, on a d'abord étudié les trois premières qui sont les trois données de la qualité historique et qui sont ancrées maintenant dans le modèle de l'attente qualité des consommateurs. En gros, si je pouvais dire, elles sont non négociables. Donc, du coup, par rapport à ça, on sait qu'elles sont ancrées, elles sont cadrées par des textes normatifs, mais c'est vrai que quand même, elles ont un petit peu évolué. Par exemple, sur la qualité nutritionnelle et la qualité hygiénique, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion de traçabilité des ingrédients qui composent un aliment, ça va poser un défi qui est celui du retour à une certaine naturalité, c'est-à-dire à pouvoir identifier des aliments qui sont bons pour ma santé et donc du coup d'en éliminer ceux qui pourraient être toxiques. Et donc au-delà des résidus qui pourraient être encore présents par rapport au process de production ou de transformation, il y a aussi toute la question des aliments que l'on fait pénétrer dans la fabrication, dans le process de fabrication, comme par exemple les colorants, les conservateurs, etc., qui sont vraiment largement remis en question ces dernières années. Et donc, du coup, qui vont nous obliger toujours à nous poser la question de ces laboratoires indépendants qui feront des analyses très poussées intrinsèques produits et qui rendront transparents nos pratiques. Donc, il vaut mieux les anticiper. Autre élément qui est important, c'est donc du coup sur cette notion de qualité symbolique, une alimentation conforme à mes valeurs, bah, nous, on a plongé là-dedans et on est allé voir en quoi ça avait profondément évolué. Donc, je vous ai décliné toutes les nouvelles attentes des consommateurs à l'heure actuelle et j'ai essayé du coup de les classer et de regarder. Donc, vous voyez, sur le nouveau schéma qui commence à prendre forme, on a repensé les trois dimensions historiques en trouvant des termes un peu plus simples. Donc, le goût, la santé et la sécurité, donc qui répondent aux phrases dont je viens de vous parler. Et puis, on est allé creuser cette dimension symbolique que l'on a rebaptisée qualité durable et responsable, une alimentation conforme à mes valeurs. Et là, eh bien, on voit apparaître, je n'ai fait que dessiner en fait tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une alimentation qui respecte l'environnement, une alimentation produite et transformée sur mon territoire, une alimentation respectueuse qui contribue à la qualité de vie de mon territoire, une alimentation qui crée de la valeur économique pour mon territoire. Et si elle relève tous ces défis, plus les trois premiers, eh bien, c'est une alimentation pour laquelle je suis prête à m'engager. Donc, en fait, on a pris tous les éléments que je vous ai donnés et on a essayé de reconstruire des dimensions. Du coup, on a fait évoluer l'étoile de la qualité et on l'a fait évoluer en 7 piliers. 7 piliers, les trois premiers sont les piliers historiques que l'on a gardés, le goût, la santé, la sécurité, donc qui sont non négociables à l'heure actuelle. Et sur le bas de l'étoile, on a 4 piliers qui, on va dire, dépendent de cette notion d'éthique qui répond à la question une alimentation conforme à mes valeurs. Et dans l'éthique, eh bien, on a l'éthique environnementale, c'est-à-dire le modèle agronomique, agroécologique que l'on a choisi. On a l'éthique de l'origine. On a l'éthique sociale et animale. Alors, c'est quoi l'éthique sociale et animale? Ça réunit des éléments assez forts qui sont à la fois la qualité de vie au travail, mais aussi tout ce qui est la qualité de vie sur le territoire, c'est-à-dire l'impact que chaque acteur de production a sur son territoire et comment il agit pour la qualité de vie sur le territoire, mais aussi tout ce volet qui est extrêmement important du bien-être animal. Donc ça, c'est vraiment des questions éthiques, sociales et animales. Et puis enfin, le dernier pilier qui est l'éthique économique. Ça ne veut pas dire le prix, c'est simplement, si on parle du prix, c'est-à-dire le prix juste, c'est-à-dire la répartition juste de la valeur, le modèle, la création d'emplois directs et indirects, mais aussi la création de valeurs économiques fortement indirectes, notamment liées à l'agrotourisme. Donc, vous voyez, on a ces 7 piliers de la qualité sur l'étoile. Et puis, vous voyez, au milieu, on a mis un autre élément qui est un élément essentiel. Parce qu'en fait, on peut s'apercevoir qu'un aliment peut couvrir. Alors, imaginez que chaque branche, vous ayez des critères et des indicateurs de mesure et vous pourriez construire une démarche qualité mesurable, identifiable à partir de ces 7 piliers qui couvriraient les attentes des consommateurs. Sauf qu'il y a des systèmes de filières qui ont déjà bien avancé là-dessus et qui forcément ne trouvent pas forcément leur marché. Prenons par exemple prenons l'exemple des AMAP
où on pourrait dire qu'en matière d'éthique environnementale, on peut tracer un modèle agroécologique. L'origine, il est extrêmement bien tracé, en termes d'éthique aussi. Donc, il pourrait vraiment couvrir la majorité de ces 7 piliers. Et pourtant, il y a un turnover qui est extrêmement important dans les AMAP et souvent les producteurs comprennent très difficilement ce turnover. Et ben pourquoi? Parce que c'est ce que moi j'ai appelé le syndrome du chou-fleur du mercredi soir, c'est-à-dire qu'en gros, avoir un panier de légumes bruts dans le système extrêmement contraint, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, de la semaine du dimanche soir jusqu'au vendredi midi, fait qu'au bout d'un moment, bien, on n'a pas la capacité de praticité pour pouvoir absorber cette qualité dans le modèle alimentaire contraint qu'est le nôtre. Et ça, c'est extrêmement important et je le souligne souvent quand on accompagne des acteurs des filières qui veulent créer un produit en disant mais ce produit va être d'une qualité extraordinaire et donc du coup les consommateurs vont l'acheter. Petit 1, s'ils ne le trouvent pas, ça va être compliqué. Petit 2, s'il n'est pas pratique d'usage, ça va être compliqué. Donc on peut faire des efforts énormes en matière de qualité et se faire retoquer sur le marché parce qu'on n'a pas abordé cette question de praticité. Alors enfin, pour pouvoir finir sur cette démarche, avant de vous expliquer, dernière slide, je vous expliquerai comment on peut le mettre en œuvre sur une filière. Eh bien, penser une démarche de qualité filière, c'est quoi? C'est estimer que la qualité totale, ou ce qu'on pourrait appeler la haute qualité territoriale, c'est de couvrir les 6 branches, le goût, la sécurité, la, la santé, le respect de l'environnement, l'éthique sociale et animale, l'éthique financière, l'équité financière, la création de valeur, directe et indirecte. Il y a tous ces éléments, sachant que tous ces éléments sont conditionnés à la praticité. Donc, la territorialisation de la production, tous ces éléments sont conditionnés à la praticité. Voilà comment on pourrait définir la qualité. Sauf qu'il y a un élément qui est important aussi, enfin, il y a des éléments qui sont importants que j'ai traduits par des principes, c'est-à-dire que quand on a dit ça, on fait comment? Et c'est vrai que pour moi, ces principes sont importants parce que souvent, des acteurs de l'aval, par exemple, ils pourraient prendre cette étoile de la qualité, écrire sur un coin de table un super cahier des charges hyper compliqué, le coller dans la contractualisation à des producteurs en leur disant nous, ce qu'on veut, c'est ça, sans tenir compte d'une réalité qui est une réalité compliquée et qui est une réalité extrêmement contrainte. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Actuellement, il y a beaucoup des cahiers des charges que je vous ai montrés tout à l'heure sur lesquels les acteurs de l'aval abandonnent parce qu'ils ne sont pas capables de faire la preuve, parce que de toute façon, les acteurs de l'amont n'arrivent pas à mettre en œuvre le niveau d'exigence qu'il y a dans ces cahiers des charges qualité. Alors, j'ai dicté quelques principes. Pour moi, le premier principe, c'est que la qualité, elle ne se décrète pas, elle se construit. C'est-à-dire que c'est vraiment l'objet d'une coopération d'acteurs de filière, y compris le consommateur citoyen du territoire. Donc, c'est vraiment l'objet et le résultat d'une coopération. Autre chose qui me semble important, on ne part jamais de rien, savoir capitaliser la qualité acquise. C'est-à-dire que quand on commence une démarche de qualité, on commence déjà, ne serait-ce que par les 3 piliers fondamentaux qui sont le goût, la nutrition et la sécurité. Les systèmes français sont déjà extrêmement avancés là-dessus, donc nous ne partons jamais de zéro sécurité, de zéro qualité. Et donc, il faut d'abord faire le bilan de qu'est-ce que nous sommes en qualité. Principe numéro 2, ce n'est pas un état définitif. La qualité qu'on décrète, c'est jamais un état définitif. Petit 1, c'est un état de vigilance permanente, parce que c'est pas parce qu'on s'est dit à un moment donné j'ai atteint une certaine qualité qu'on l'a acquise à vitam aeternam. Et en plus, c'est une démarche de progression et d'amélioration. Principe numéro 4, il est important de se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Vaut mieux avoir un cahier des charges qui soit très avancé en matière de qualité au bout de 5 ans, voire 8 ans, mais qu'on se soit donné vraiment les moyens parce que ça demande des investissements, parce que ça demande des conduites de changement, plutôt que c'est les fixer dès le départ, de ne pas pouvoir y arriver, de contraindre les gens, de les mettre dans des situations ingérables et du coup de complètement louper sa démarche qualité. Principe numéro 5, les premiers experts de la qualité sont les usagers. Les usagers, c'est qui? C'est les portiers, c'est tous les acteurs des agrochaînes, mais c'est aussi les consommateurs, citoyens du territoire. Alors, ce qui me semble important dans cette notion, je ne veux pas que vous ayez une image trop fermée de cette définition de la haute qualité territoriale. Pour moi, ce qui est important, c'est de se dire
Si vous avez une coopération territoriale autour d'un contrat de confiance qualité, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de rayonner au-delà de votre territoire. Une qualité ancrée dans un territoire n'est pas enfermée dans un territoire. Elle permet de faire rayonner votre filière en dehors de ce territoire, à l'échelle nationale ou internationale. C'est l'histoire de ma petite sardine de Bretagne de tout à l'heure. Moi, quand je mange de la sardine de Bretagne, j'achète un peu la Bretagne et ça me va bien. Donc, ça, c'est extrêmement important. Principe numéro 6, la qualité n'existe que si elle se mesure et si les méthodes de mesure sont partagées et transparentes. C'est-à-dire, vous pouvez dicter des critères de qualité, si vous n'en faites jamais la mesure ou la preuve, on ne peut pas très bien savoir. Alors, bien sûr, on pourra débattre de l'obligation de résultat, de l'obligation de moyens, mais il faut avoir un savant mélange des deux, parce que c'est vrai qu'il y a des critères et des indicateurs objectifs, d'autres un peu moins, mais la mesure est toujours possible. Principe numéro 7, partager les risques et la valeur. Je le dis souvent parce qu'on dit oui, mais une filière, c'est savoir partager la valeur. Oui, mais il faut aussi savoir partager les risques. Et la qualité doit être l'objet, comme je vous le disais, d'un contrat de confiance qui est porté par l'engagement de tous, des consommateurs compris. Mais du coup, c'est extrêmement important de partage de risques. Et le partage du risque va jusqu'au consommateur. Principe numéro 8, la qualité permet de créer de la valeur et de consolider les modèles économiques des acteurs des agrochaînes, parce que c'est vrai que si on arrive à coopérer, si le consommateur est prêt à s'engager à acheter les produits qui sont sous démarche qualité que vous affichez, eh bien, on va forcément créer de la valeur. Donc, par rapport à l'hypothèse qu'on avait posée au début de cette intervention, eh bien, on peut valider cette hypothèse. Ça demande des efforts, mais on peut la valider. Mais c'est aussi sous une condition, qui est une condition extrêmement importante, qui est le principe numéro 9, c'est que vous devez vous faire connaître votre qualité. C'est-à-dire que vous devez apprendre à communiquer. À communiquer juste, certes, mais à communiquer. Parce que vous pouvez faire les plus grandes démarches de qualité. Si l'information n'arrive pas, si vous ne vous rendez pas visible et séduisant auprès des consommateurs, eh bien, vous pouvez aussi passer à côté de votre marché. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce qu'était une démarche de qualité filière. Et ce que je vous propose pour conclure, c'est d'essayer de voir comment on peut le mettre en action. Là, je vais vous dessiner ce qu'on appelle une filière qui est la filière légumineuse. Donc j'ai essayé de représenter la filière légumineuse. Ça part d'un maillon qui peut peut-être vous paraître étrange, pardon, qui est le maillon innovation R&D, parce qu'il n'est pas dans l'agrochaîne, il n'est pas dans la filière, et pourtant, je peux vous garantir que sans ce maillon, pour faire de la conduite de changement, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors l'innovation, pourquoi? Parce que en fait, dans une évolution d'un modèle de filière, dans une démarche qualité, il faut penser à la fois l'innovation agronomique, comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir réinventer des modèles durables et responsables, il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent là-dessus. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'innovation par l'usage, c'est-à-dire notamment sur les légumineuses, réinventer les usages des légumineuses pour augmenter la consommation des légumineuses, c'est extrêmement important. Ça se traduit à la fois sur l'évolution des usages en matière de perception qualité, mais aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, en lien à la praticité. Si je vous parle de pois chiches, de trempage, de 2 heures de cuisson, vous pouvez imaginer que l'innovation par l'usage pour améliorer la consommation de pois chiches est extrêmement importante. Pardon. Et donc, du coup, on va voir se dessiner tout un tas d'acteurs qui vont construire cette filière. Donc, auquel on ne pense pas, mais il y a tous ces acteurs autour des semences et de la qualité des semences et de la traçabilité des semences, de la contractualisation entre semenciers et agriculteurs et de l'éthique de cette contractualisation. Ensuite, vous avez tout le volet de production. Donc là, je vous ai dessiné des agriculteurs avec deux cahiers des charges, qui est celui du bio ou celui de la haute valeur environnementale. J'aurais pu en choisir d'autres. Vous avez les acteurs du stockage, de la collecte et du transport. Et donc là, il va y avoir à la fois la question du modèle agronomique, qui est à la fois porté par les agriculteurs, leur professionnalisme et leur expertise, mais il faut aussi compter sur celle du conseiller agricole, qui joue un rôle majeur dans l'évolution du modèle, parce que ancrer une qualité, une évolution de modèle à l'échelle de l'exploitation ne suffit pas. Si on veut monter des filières, il faut que ce soit à l'échelle d'un territoire. Et le conseiller agricole est un acteur de territoire et c'est un acteur qui peut nous aider à faire territoire qualité. Donc après, on a les acteurs du stockage, on a les acteurs de la collecte. Et là, on peut commencer à se poser des questions sur quelle forme de stockage, quelles sont les pratiques éthiques
que l'on a, et notamment sur les conservateurs, sur la collecte aussi, sur le modèle et l'impact écologique de la collecte. Et puis après, bah là, vous voyez se dessiner en fait les premiers acteurs de la transformation. Donc là, vous avez une usine de tri avec le décortiquage, avec la production de farine et la production d'une gamme de légumineuses. Là, j'ai matérialisé des haricots, des pois chiches et des lentilles. Et donc, du coup, la question qui va se poser, c'est comment je vais pouvoir valoriser, il y a la farine aussi, comment je vais pouvoir valoriser ces différents produits faire que toute la qualité que j'ai produite jusque-là, que je vais produire après, reste ancrée sur le produit. Il y a une petite poubelle en haut qui est tout ce qui est résidus et déchets, sur lesquels on peut imaginer, par exemple, un recyclage de ces déchets, soit un compostage. Donc, il y a aussi toute cette idée d'économie circulaire et de filière circulaire. Donc là, vous voyez se dessiner à partir de ma sortie le conditionnement. Donc là, sur ma filière, j'ai imaginé deux formes de conditionnement. Conditionnement vrac pardon, qui peut aller sur des marchés nationaux, internationaux ou locaux. Et puis, de l'autre côté, j'ai imaginé que vous, en tant qu'acteur producteur de lentilles, vous voulez extraire une partie de votre production pour créer votre propre gamme de produits. Alors, créer une propre gamme de produits, vous êtes un collectif de producteurs, c'est intéressant, mais ça nécessite quand même un certain nombre de compétences, notamment dans la création d'une identité. C'est extrêmement important quand on parle de qualité, de donner l'identité de la qualité aux produits que vous allez créer. Donc, va se poser la question de la création graphique, de la création de l'identité et de faire intervenir des gens dont c'est le métier. Et c'est souvent eux qui vont faire le lien avec l'innovation par l'usage, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à intégrer ces fameuses attentes des consommateurs, notamment en matière de praticité ou en matière de qualité de l'information collectée. Et enfin, vous avez d'autres acteurs, les transporteurs. Puis après, vous pouvez avoir d'autres usines de transformation ou unités de transformation qui peuvent amener sur différents marchés comme la restauration collective, la GMS ou la restauration commerciale. Donc là, on voit se dessiner et à la fin, bien sûr, il y a le consommateur. Ce consommateur qui sur cette palette de situations sociales de consommation, va avoir des pratiques d'usage dont on va capter les éléments pour pouvoir les intégrer dans toutes ces dimensions d'innovation par l'usage qui nous permet de penser la filière. Et donc, en fait, cette notion de qualité, cet accompagnement de qualité, les 7 piliers dont on a parlé, on les met en œuvre dans chaque maillon et on essaye de construire, d'abord d'évaluer qu'est-ce qui est acquis, ce sur quoi on peut s'appuyer. On se fixe des objectifs réalistes et réalisables pour pouvoir nous amener petit à petit à construire une qualité. Alors, vous allez me dire, ça se matérialise comment? Ça peut être un cahier des charges. Moi, je dis souvent, trop de cahiers des charges tue le cahier des charges. Donc, il y a probablement d'autres façons et des façons d'inventer cette traçabilité et cette information accessible à tous de la qualité que nous construisons ensemble sur ces filières territoriales. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas parce qu'on l'a construit dans un territoire qu'elle ne peut pas rayonner en dehors de ce territoire, bien au contraire. C'est parce qu'elle est ancrée dans un territoire qu'elle peut rayonner à l'extérieur du territoire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur comment, en partant de ce que nous sommes en tant que consommateurs, de la complexité qu'est la situation de compréhension des marchés, on peut arriver à des démarches filières en étant tous acteurs de la qualité que nous construisons sur ces filières territoriales. Voilà, avec bien sûr un enjeu majeur qui est la traçabilité et ce concept qui est encore un concept difficile à appréhender, mais qui est nécessaire, ce qui est celui de la blockchain. Voilà, j'ai terminé et donc maintenant, je vous écoute sur vos questions. Merci Muriel. Alors avant de commencer les questions, je voulais juste repréciser que cette vidéo donc sera revisionnable et réutilisable donc par tous les enseignants, soit en entier, soit par petits tronçons, donc sera disponible sur le site de la plateforme. Le support de présentation de Muriel est également dès à présent possible sur le site de la plateforme, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et puis comme on n'a pas pu faire cette conférence en direct pour des raisons techniques, n'hésitez pas également à poser toutes les questions que vous voulez, soit directement donc, à Muriel Gineste qui a laissé son adresse mail sur la présentation ou via le site de la plateforme. Donc pour les questions, alors Janine, je ne sais pas si tu as des questions pour commencer.
ce que tu nous entends. J'ai trouvé que c'était une présentation très, très claire. Et personnellement, c'était très clair, mais concrètement, j'ai du mal à savoir ce qu'il faut que je fasse quand si je dois créer un nouveau produit, si je veux créer un nouveau produit, par quoi est-ce que je dois commencer? C'est pas forcément clair. Enfin, dans l'exposé, je ne saurais pas par où m'y prendre. Alors, pour arriver, on va prendre peut-être un exemple concret. On produit des légumineuses et on souhaite faire des farines, par exemple, produire des farines qui pourraient être des farines spéciales, des farines de lentilles ou farines de pois chiches. Ben, la question qui va se poser, c'est si à un moment donné, ces farines, vous voulez en créer une gamme de farines qui serait vendue en grande surface, par exemple, eh bien, la question qu'il faut se poser, c'est petit 1, quels sont les usages que l'on pourrait avoir à terme de ces farines? Parce que la question majeure avant de produire un produit, c'est de savoir si les gens vont les consommer dans un usage particulier. Donc, la question de l'usage est prioritaire, c'est-à-dire comment, à un moment donné, je peux accompagner l'usage de ce produit, notamment sur des farines spéciales qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc, on va piocher dans les cultures, dans des cultures de pays, parce que, par exemple, la farine de pois chiche est extrêmement utilisée dans le monde. Et donc, on va aller piocher dans tout ce qui se fait autour de l'usage des farines de pois chiches. Et puis, on peut réinventer les usages en mobilisant des professionnels autour de ça. C'est ce qu'on appelle l'innovation par l'usage. On peut mobiliser des cuisiniers, on peut mobiliser des professionnels des métiers de bouche, comme des pâtissiers, comme des gens qui sont des utilisateurs de farine et qui, à un moment donné, peuvent essayer de réinventer les usages des farines. Parallèlement, les farines, elles sont issues de lentilles ou de pois chiches qui ont poussé sur des territoires et qui sont issues d'un certain modèle que vous avez choisi, qui est un modèle agroécologique. Et donc, du coup, il y a eu des pratiques qui sont des pratiques importantes liées à ces légumineuses. Et il faut arriver à qualifier le modèle agroécologique que vous avez mis en place en amont et la structuration des acteurs qui ont travaillé en amont sur ces lentilles et ces pois chiches. Donc, tracer le système de production pour pouvoir avoir une information juste sur la qualité, notamment à bord d'intrants ou pas. Et ensuite, il y a eu probablement des gens qui ont fait tout ce qui est décortiquage, tri, etc. Donc, il y a aussi un ensemble d'acteurs qui sont intervenus. Il y a eu quelqu'un qui a fait la farine, donc il y a eu un meunier qui, à un moment donné, a agi pour faire. Tous ces gens-là, ce sont des professionnels, donc ils ont des savoir-faire, mais c'est aussi des emplois. Donc, la question des coûts, la question de l'analyse des coûts est très importante aussi pour chaque maillon. Donc, vous avez essayé de penser des nouveaux usages, vous avez capté le modèle agronomique qui est à la base de votre filière et de votre territoire. Et puis, vous essayez aussi de voir que parmi tous les acteurs qui sont mobilisés, eh bien, la valeur économique, mais aussi si vous avez une usine de tri, vous avez aussi des questions environnementales, de l'impact de votre entreprise sur l'environnement. Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser à chaque maillon. En fait, il faut faire un questionnaire où toutes les dimensions sont abordées et il faut essayer de trouver des réponses. Et quand on sait qu'on ne fait pas très, très bien ou qu'on pourrait faire mieux, il faut se fixer des objectifs d'amélioration. Et donc, du coup, on rentre dans une démarche d'amélioration. Ce n'est pas obligé, par exemple, tout de suite d'avoir un modèle agroéconomique établi et figé. On peut se dire, on commence avec certains critères et on se fixe des critères d'amélioration. Donc, du coup, on essaye de prendre ces différentes dimensions et selon chaque maillon de la chaîne, on évalue tous les critères et les indicateurs qui nous permettent à un moment donné d'évaluer la qualité qui est portée par la farine que l'on va mettre en rayon. Mais avant de la mettre en rayon, on va aussi penser son packaging, on va aussi penser toute son identité autour, on va penser aussi à sa communication dans les réseaux dans les réseaux d'influence, les canaux d'influence, pour que les consommateurs puissent les trouver. Ce qui est aussi important, c'est que cette production, cette farine, elle est produite dans un territoire donné. Et si vous voulez faire naître cette nouvelle gamme de farine, avant de vous lancer, il faut la tester. Et pour la tester, vous montez une communauté de consommateurs sur le territoire où elle est produite et vous demandez à ces consommateurs de participer à la démarche de qualité que vous voulez mettre en place.
c'est ce qu'on appelle des consommateurs ambassadeurs qui vont vous aider en fait à essayer de construire cette démarche. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on arrive à mettre en œuvre une démarche qualité qui est à la fois portée par des acteurs de la filière, les portiers, et aussi les consommateurs de ce produit. Ce qui est important pour ancrer une qualité dans un territoire, c'est de travailler cette dimension patrimoniale. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du principe d'incorporation. Si on veut qu'à un moment donné, cette farine, elle ait un marché, il faut qu'elle rentre dans les habitudes de consommation des gens, qu'ils l'achètent régulièrement. Parce que l'autre objectif, c'est la pérennité de notre filière. Et pour qu'on ait cette pérennité, il faut qu'elle rentre dans les habitudes. Donc, il faut les aider à rentrer dans les habitudes. Il faut créer ce qu'on appelle des recettes ou des plats qui sont inscrits dans une identité territoriale. Mais surtout, il faut que des acteurs du territoire, des consommateurs l'utilisent et vous disent comment ils l'utilisent, comment ils l'ont intégré dans leur pratique quotidienne pour que vous puissiez démontrer que ça devient un aliment patrimonial d'un territoire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est beaucoup plus clair, merci. Alors du coup, on a une autre question d'une enseignante d'agronomie cette fois, qui te demande, d'après toi, quel va être l'impact de la crise sanitaire actuelle, donc liée au coronavirus, sur le consommateur et sur les pratiques de consommation? Est-ce que par exemple, ça va participer au développement de nouvelles pratiques de consommation comme le drive par exemple, ou au contraire, ça va réappuyer la consommation locale? Et est-ce que ces nouvelles habitudes, peut-être, vont être pérennisées dans le temps après le déconfinement? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes dans ce qu'on voit. D'abord, il faut décorréler ce qui est de l'ordre de la praticité et des gestes barrières. La notion de drive, elle peut être très bien utilisée pour des acteurs comme la grande distribution, mais elle peut être aussi utilisée pour un boulanger de quartier artisan. La notion de drive, c'est simplement à un moment donné comment tu distribues un aliment. Et c'est vrai que ces derniers temps, beaucoup de gens ont été sensibles à l'usage du drive parce qu'elle s'était liée à cette notion de risque et de geste barrière. Le fait de ne pas être en contact avec la personne me rassurait et me permettait de dire que j'évitais des risques de contamination. Donc cette notion de drive, elle est extrêmement présente maintenant. Je ne sais pas si elle continuera à être pérenne, mais au moins, du moins, je pense qu'elle est extrêmement plébiscitée et confortable dans une situation de contamination. Donc, c'est vrai que les drive fermiers, par exemple, ont aussi connu un essor de consommation. Et puis, la livraison à domicile a aussi connu un essor. Mais ça, c'est plutôt de l'ordre du geste pratique lié à la contamination. Par contre, ce qui est nouveau en matière de, enfin, ce qui est nouveau, a été accentué et accéléré en matière de pratique, c'est le fait qu'il y ait un risque économique, que nos filières agricoles soient en danger, que ce soit fortement médiatisé et que du coup, des gens se soient intéressés très fortement à l'approvisionnement local. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille entre les gens qui disaient, moi j'ai un producteur, un éleveur, il livre sur Toulouse parce que son magasin est fermé ou parce il a plus de circuit et donc du coup il faut le soutenir. Cette notion de soutien, elle est extrêmement forte et je pense que elle va être ancrée dans les modèles. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ancrée dans les modèles, ça ne veut pas dire des changements de pratiques pérennes. Pour que les changements de pratiques soient pérennes, il faut que quand on sera, si on revient à une situation dite normale, cette pratique on accepte un certain nombre de contraintes dans la situation dans laquelle on n'acceptera pas ces contraintes dans une situation dite normale, de retour à la normale. Donc, il va falloir quand même, par exemple, un livreur qui dit moi, je peux livrer que le mardi après-midi, risque de perdre la moitié de sa clientèle à partir du 11 mai si les gens ne sont plus en télétravail ou parce que, de toute façon, ils ne seront plus chez eux. Donc, il y a à la fois cette question qui est primordiale et qui va changer complètement les représentations, qui est la reterritorialisation de l'alimentation. Mais ça, on l'avait vu naître avant le Covid.
et on le voit s'ancrer avec le Covid. Avec aussi la force que ont eu les acteurs des filières alimentaires qui se sont placés au même niveau, ou peut-être pas tout à fait, mais presque, que des acteurs de la santé dans le maintien d'une certaine qualité de vie actuellement dans cette situation sanitaire critique. C'était ce qu'on appelait des gens qui étaient en première ligne. Et donc, on a tous un très grand respect pour les gens qui ont été en première ligne. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est probablement quelque chose qui va rester. La seule chose pour laquelle je suis toujours en questionnement, c'est est-ce que c'est dans le modèle ou est-ce que c'est dans les pratiques? Si c'est dans les pratiques, il va falloir qu'on repense et qu'on aide les acteurs des filières à avoir des pratiques d'usage qui sont faciles pour rencontrer les consommateurs. Et justement, du coup, tu parles de réaffirmation de la solidarité des consommateurs envers, des producteurs, là, pendant cette, crise, sanitaire. Moi, un point là qui m'a assez étonnée dans ta présentation, quand tu présentais les résultats d'une enquête, Ipsos sur les critères, prioritaires d'achat des consommateurs. Donc il me semble qu'il y avait le prix, qui revenait en première position et puis après il y avait l'origine, le goût. Mais dans les critères prioritaires, à aucun moment il y a eu, la notion d'équitabilité et de prise en compte du producteur, mais d'un point de vue économique, de revenus garantis à l'agriculteur qui est apparu. Et c'est vrai que même quand on se balade dans un supermarché, par exemple, bon, les prix sont très visibles, mais on a aussi de façon très identifiée un rayon local, un rayon bio. Ça, c'est des informations qui sont facilement repérables quand on fait les courses. Le critère justement revenu garanti à l'agriculteur, il n'est pas forcément visible, c'est plutôt des photos qu'on va avoir de producteurs, mais plutôt dans une logique de c'est un producteur local voilà, du territoire, plus que ce producteur a un revenu garanti. Comment est-ce qu'on explique que ce critère qui est quand même primordial si on demande en contrepartie au producteur de produire de façon enfin, avec des contraintes qu'on lui impose, qu'on lui demande, comment on explique que ce critère soit encore si reculé, entre Alors, guillemets, dans les priorités? tu reprendras la slide, mais dans la slide, en fait, il y a deux études. Il y a l'étude Ipsos et celle de Reflex. Et celle de Reflex avait intégré l'élément du revenu qui ressortait comme troisième critère, après la santé et le local. En fait, c'est ce que j'expliquais en introduction par rapport aux consommateurs pluriels et à ces études. Le problème du biais des études, c'est que quand tu poses un questionnaire, tu l'enfermes dans des modalités et les gens sont contraints de répondre à une question en fonction des modalités qu'on leur impose. Et donc, toi, en tant qu'analyste, on te donne des résultats d'analyse et puis tu vois, Ipsos, ils n'ont pas mis dans leur étude le critère du revenu. Reflex, lui, ils l'ont mis. Donc, ça, c'est pour te parler du biais, qui est un biais d'étude qu'il va falloir qu'on… Mais dans les dernières études qui sont parues l'année dernière, 2019, la répartition juste de la valeur fait partie des premiers critères. Maintenant, il y a quand même un truc qui est extrêmement important, c'est qu'il faut arriver à en faire la preuve. C'est-à-dire, comme tu le disais si bien, ce n'est pas parce que tu mets la photo d'un agriculteur qu'il gagne sa vie. Et il y a beaucoup d'acteurs des filières aval qui peuvent se servir de cette image pour justifier d'un prix. Et puis, quand tu regardes vraiment la répartition et l'équité qu'il y a dans la répartition du prix, en fait, ce n'est pas juste. Et c'est pour ça que j'insiste sur un enjeu et un défi qu'il va falloir relever, qui est la transparence de l'information et la transparence du prix. Ça, j'aurais tendance à dire, c'est même un enjeu technologique. Il va falloir que demain, alors c'est qui le patron, c'est déjà un peu intéressé à cette question et je trouve que son expérimentation nous apprend beaucoup de choses. Demain, il va falloir qu'on puisse dire, ben voilà, j'achète ce kilo de tomates 2,50 €, ok, mais je veux savoir qui vit sur ces 2,50 € et combien il gagne sur ces 2,50 €. Est-ce que c'est rentable ou pas? Actuellement, les outils ne nous le permettent pas et je t'avoue que les acteurs des filières ne font pas beaucoup d'efforts pour que ça soit transparent. Maintenant, sur des filières territoriales qui reposent sur des contrats de confiance dans lesquels sont impliqués les citoyens du territoire, ceux pour lesquels moi je milite, peut nous permettre demain de dire cette transparence, elle est non négociable, elle fait partie du contrat.
Merci beaucoup, Muriel. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à vous. N'hésitez pas à poser donc toutes vos questions, soit directement à Muriel, soit auprès de la plateforme. Plateforme qui te remercie d'ailleurs beaucoup pour cette intervention et ta réponse à ces questions. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.